Et si ton manque d'ancrage n'était pas un problème spirituel, mais une réponse de protection de ton système nerveux? Dans cet épisode, je te parle de pourquoi certaines personnes manquent d'ancrage, ont du mal à rester présentes dans leur corps et comment l'ancrage se construit en réalité à travers la sécurité intérieure et la régulation du système nerveux. Manquer d'ancrage, ce n'est pas simplement être trop dans sa tête, rêver beaucoup, manquer de concentration, ne pas avoir ses racines assez profondément plantées dans le sol. Derrière ce mot souvent utilisé dans le développement personnel ou la spiritualité, il y a en réalité quelque chose de beaucoup plus concret, physiologique et profondément humain. L'ancrage n'est clairement pas une idée abstraite. C'est la capacité du système nerveux à rester suffisamment en sécurité pour habiter pleinement le présent, le corps et les sensations internes sans avoir besoin de s'en éloigner. Cette nuance, elle change énormément de choses, parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles manquent d'ancrage comme si c'était un défaut personnel ou bien une faiblesse ou une incapacité spirituelle, alors qu'en réalité, très souvent, leur système nerveux fait exactement ce qu'il a appris à faire pour survivre. Donc permettez-moi d'en avoir marre d'entendre tout et n'importe quoi sur l'ancrage actuellement. En fait, quand le système se sent suffisamment en sécurité, il peut rester connecté au corps. En gros, tu peux ressentir tes sensations, tes émotions, ton environnement sans te sentir débordé. En gros, tu peux être présent ou présente à toi-même sans avoir besoin de fuir mentalement ailleurs. Et le corps devient alors un endroit habitable. Mais lorsque certaines sensations internes sont associées à de l'inconfort, de l'insécurité ou à des expériences émotionnelles difficiles, il y a quelque chose qui change profondément. Le système nerveux cherche non pas à éviter la réalité extérieure, mais bien l'expérience intérieure elle-même. Et c'est là le point essentiel. Ce n'est pas forcément être dans le présent qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est être avec ce que le présent contient comme sensation, comme émotion ou état corporel. Parce que rester dans le corps, ça peut parfois vouloir dire ressentir de la tension, de l'agitation, de l'anxiété, du vide, de la tristesse, de l'inconfort, des mémoires anciennes, des émotions qui n'ont jamais été traversées. Et dans ces moments-là, partir dans le mental, ça devient une stratégie de régulation extrêmement intelligente. Penser, analyser, anticiper, imaginer, comprendre, réfléchir sans fin, tout ça, ça permet souvent de garder une forme de distance avec ce qui se passe à l'intérieur réellement et profondément. Être dans la tête n'est donc pas toujours un problème en soi, c'est souvent une adaptation, une manière pour le système de maintenir un certain contrôle lorsque le corps ne se sent pas encore suffisamment sûr pour être pleinement habité. Sur le plan neuroscientifique, il y a plusieurs mécanismes qui sont impliqués ici. L'un des plus importants, c'est l'interoception, la capacité du cerveau à percevoir et interpréter les signaux internes du corps. Par exemple, tes battements cardiaques, ta respiration, ta tension musculaire, les sensations de faim, de fatigue, les sensations viscérales, les émotions corporelles, et tout ça, ça constitue une immense quantité d'informations que le système nerveux traite en permanence. Merci à lui d'ailleurs. Et chez certaines personnes, cette interoception, elle devient très difficile à tolérer. Soit parce que les sensations internes sont trop intenses, soit parce qu'elles ont été associées à des expériences émotionnelles ou relationnelles douloureuses. Et alors le système apprend inconsciemment à détourner l'attention du corps. Et c'est plutôt une bonne stratégie en soi. En tout cas, c'est une stratégie qui permet la survie. Il existe aussi une autre notion clé, la fenêtre de tolérance qui a été développée notamment par Dan Siegel dans les approches de la régulation du trauma. Et cette fenêtre, elle représente la zone dans laquelle ton système peut rester présent, connecté et relativement stable sans basculer dans la surcharge ou dans le retrait. C'est un outil que je te propose dans les parcours d'apaisement et d'accompagnement. En tout cas, quand tu es dans cette zone, tu peux ressentir sans être submergé, tu peux aussi penser sans te perdre et être présent ou présente sans paniquer. Et ça, c'est essentiel.
Par contre, quand le système sort de cette fenêtre, eh bien, il y a deux grands mouvements qui apparaissent souvent. Et le premier mouvement, c'est l'hyperactivation. Concernant l'hyperactivation, on pense au stress, à la rumination, à l'hyperanalyse, à l'agitation, au surcontrôle, à l'hypervigilance. Peut-être que tu vas te reconnaître. Et le second, c'est son contraire, l'hypoactivation. Et là, on a le figement, la fatigue, le flou, la déconnexion aussi, l'impression d'être absent ou absente ou une difficulté à sentir son corps ou ses émotions. Peut-être que tu te retrouves mieux dans cette stratégie-là, mais dans les deux cas, l'ancrage devient naturellement plus difficile. Certaines personnes vivent alors principalement dans leur tête et d'autres se sentent plutôt déconnectées, irréelles même, comme flottantes. D'autres encore deviennent extrêmement tournées vers l'extérieur. En gros, elles se mettent à surveiller l'environnement, les autres, les ambiances, les réactions. Mais derrière ces différentes formes, il y a souvent le même mécanisme fondamental, c'est que le système tente de s'éloigner d'états internes qu'il ne sait pas encore réguler facilement. Il y a aussi une dimension développementale qui est très importante. En gros, certaines personnes ont appris très tôt à fonctionner hors de leur corps, dans des environnements imprévisibles, émotionnellement instables ou très exigeants. Et beaucoup d'enfants développent des capacités d'observation, d'anticipation, d'analyse extrêmement fortes, et leur attention se tourne vers l'extérieur pour détecter les signaux importants, comme l'humeur des parents, les tensions qui sont là, les réactions possibles, les risques relationnels. Et alors le mental devient clairement un outil de survie. Et petit à petit, le système, il apprend à observer au lieu de ressentir. Il apprend aussi à analyser plutôt qu'à habiter, et puis à contrôler clairement au lieu de relâcher. Et avec le temps, ça devient, malheureusement, un mode de fonctionnement automatique. Le paradoxe, c'est que beaucoup de personnes cherchent ensuite à s'ancrer en utilisant encore davantage le mental, notamment en cherchant à comprendre plus, à analyser plus, à trouver la bonne méthode, ou à résoudre leur déconnexion par la réflexion. Mais l'ancrage ne se construit pas principalement par la pensée, mais bien par l'expérience corporelle qui a été répétée de sécurité. Et cette sécurité, elle ne se force pas, jamais. Vous m'avez déjà entendu le dire dans les épisodes précédents. Mais en gros, dire à quelqu'un reste dans ton corps, alors que son système associe encore le corps à de l'inconfort ou à de la surcharge, ça peut clairement aggraver la tension intérieure. Le système, il a clairement besoin d'y revenir progressivement, par petites doses, dans des conditions qui sont suffisamment tolérables. Et c'est là que les micro-expériences deviennent essentielles. En gros, sentir ses pieds quelques secondes, observer un appui, ressentir l'air sur la peau, regarder aussi autour de soi, en fait, revenir aux cinq sens tout simplement, sentir le contact d'un objet au toucher, respirer un peu plus lentement, bouger doucement, mais en gros, repartir, revenir, sans forcer, sans chercher à tout prix à réussir, et puis aussi sans vouloir immédiatement tout ressentir, il faut accepter les paliers, parce que le système nerveux, il apprend surtout par répétition d'expériences sécurisantes et pas par injonction brutale. Une autre notion qui est importante ou nuance, c'est qu'être ancré, ça ne veut pas dire être constamment calme, zen, lent, posé, immobile. Beaucoup de personnes imaginent l'ancrage comme quelque chose de passif, méditatif, assez statique. Mais en réalité, tu peux être profondément ancré en parlant, en créant, en travaillant, en bougeant, en étant très vivant. C'est vraiment une posture intérieure, ce n'est pas l'absence de mouvement, c'est la capacité à rester relié à toi-même dans le mouvement, dans tout ce que tu fais ou même dans la présence. Tu peux penser, réfléchir, agir, créer, ressentir des émotions fortes tout en gardant un lien avec ton corps et ton état interne. Donc, le problème, c'est pas le mental. Le problème, il apparaît lorsque le mental devient le seul endroit où le système se sent relativement en sécurité. Petit à petit, lorsqu'un système commence à vivre davantage de sécurité corporelle, il y a vraiment quelque chose qui se transforme.
parce que le corps va cesser progressivement d'être une sorte de territoire menaçant. En tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait. Et les sensations vont devenir plus tolérables, le présent aussi comme moins envahissant, et le besoin de fuir mentalement va diminuer. Et alors tu vas pouvoir continuer à utiliser ton intelligence, ton imagination, ta réflexion, mais tu ne seras plus entièrement absorbé dedans. En gros, tu auras un point de retour, un endroit où revenir quand ton mental s'emballe, un contact avec toi-même, avec le vivant, avec le réel. Et c'est probablement ça au fond l'ancrage. Pas devenir quelqu'un d'immobile ou de parfaitement présent, mais ne plus avoir besoin de quitter constamment ton expérience intérieure pour te sentir en sécurité. Donc ce qu'on associe à un manque d'ancrage, c'est surtout un système qui n'a pas encore appris que rester ici dans le corps, dans le présent, dans toi-même, peut être suffisamment sûr et agréable. Et le vrai travail ne consiste pas à te forcer à être présent ou présente, mais bien à créer progressivement les conditions où tu n'auras plus autant besoin de fuir de toi-même.